Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 15 décembre. La menace d'une marée noire sur les côtes du sud de la Bretagne, de plusieurs îles atlantiques se précise. Nous évoquerons avec nos différents envoyés spéciaux ce soir la dérive des plaques de fioul issues du naufrage du pétrolier Erika, ainsi que les différentes possibilités techniques pour lutter contre cette pollution. Nous détaillerons les zones menacées en constatant que face à un tel danger, les moyens sont loin d'être suffisants. Très forte perturbation dans le trafic aérien aujourd'hui avec la grève nationale des avitailleurs. Ce sont ceux qui ravitaillent en carburant les appareils. Reprise officielle des négociations entre la Syrie et Israël à Washington sous l'impulsion du président américain Bill Clinton. L'auteur du meurtre d'une jeune femme dans le train Calais-Vintimille pourrait être le même que celui de la jeune Britannique Isabelle Pic, assassinée dans le train Limoges-Paris. La police aurait identifié le suspect. Entre nostalgie et passion, le retour de Paul McCartney à Liverpool pour un mini-concert retransmis sur Internet. Nous le reverrons à la fin de cette édition. Ce soir, les 12 000 tonnes de fioul échappées du pétrolier Erika qui s'est brisé en deux dimanche au large de la pointe de Pimard dans le Finistère semblent s'être fragmentées en plusieurs plaques très denses, visqueuses, compactes, impressionnantes dans leur dérive. Alors avant de développer en détail les conséquences de celle-ci, voici un document tourné cet après-midi à bord de l'un des bateaux chargés de tenter d'aspirer ce fioul. C'était à quelques dizaines de kilomètres de Belle-Île. Image commentée par Valérie Hermite. L'Ailette, un remorqueur de haute mer équipé pour récupérer les hydrocarbures. C'est la première tentative de lutte contre les nappes de fioul. Et déjà, vu du ciel, un aperçu de l'inégalité du combat. Les nappes se sont fragmentées en des dizaines de petits morceaux. La tâche s'annonce plus que difficile. On attend que la météo se calme, parce que le barrage qu'on a avec nous, on ne peut pas le mettre à l'eau. Et sans ce barrage, on n'arrive pas à confiner suffisamment les plaques pour obtenir une épaisseur qui soit pompable. La dispersion des nappes est la première des déceptions, et ce ne sera pas la dernière. Malgré tout, le Transrec, cette énorme pompe, se met au travail. Il s'agit d'aspirer le fioul, du fioul très épais, très visqueux, comme d'énormes plaques de réglisse, un cimetière tout désigné pour les oiseaux. La tentative de pompage ne durera que quelques temps. Le fioul est trop épais. Le fioul étant très visqueux, n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur de la trémie et donc n'est pas entraîné avec la vis sans fin et pratiquement dur à pomper, quoi. L'Ailette n'a rien pu faire. Demain, un autre navire, le Buffle, la rejoindra, afin d'installer un barrage pour rassembler le fioul et retenter de le pomper. Mais c'est en fait une petite armada qui fait route sur la zone. D'ici à samedi, au moins 4 navires français et étrangers viendront les épauler. Sur la zone concernée par cette nappe de fioul, il y a plusieurs bateaux de la Marine nationale, dont l'Ailette, dont parlait Valérie Hermite, un remorqueur ravitailleur polyvalent. D'autres navires, il y en a 2 britanniques et 1 norvégien, arrivent ou sont déjà sur place. Les nappes dériveraient à 50 km au sud de Belle-Île, à plus de 80 km à l'ouest de l'île Dieu et à cette même distance, un petit peu plus peut-être, de l'île de Noirmoutier. Une équipe de France 2 avec Jacques Cardoz et Emmanuel Beck a pu survoler cette zone aujourd'hui. Pour la première fois depuis le naufrage de l'Erika, nous avons pu constater cette apparence, cette viscosité, ce chewing-gum dont on nous parle depuis 2 jours. Vu du ciel, à une hauteur de 400 mètres, la couleur se distingue plus facilement. Une empreinte marron se détache comme une immense méduse. Il y en aurait une trentaine, éparpillées dans un rayon de quelques kilomètres. Cet après-midi, à 14 h, 2 bâtiments de la Marine nationale ont escorté l'Ailette. Là encore, cette image vaut toutes les explications. Des creux de 8 mètres ont eu raison du dispositif prévu. Un peu plus loin, nous sommes donc allés à la rencontre des habitants de l'île Dieu, l'une des terres les plus proches de cette pollution. C'est la météo qui pilote la nappe, si je puis dire. Actuellement, les vents sont de secteur nord-est, donc les choses évoluent favorablement, puisque la nappe dans ce cas-là se dirigerait parallèlement à la côte et éviterait bien évidemment l'île Dieu. Maintenant, les vents devraient tourner secteur ouest fin de semaine et c'est dans cette phase-là que réside l'inquiétude finalement. Ici, le dégoût semble l'emporter car seul le tourisme et la pêche rythment l'économie de l'île. Personne n'accepterait alors de voir les côtes souillées.
C'est vrai que ça serait une catastrophe pour l'île. C'est vrai que pour toute l'économie de l'île, ça va être une catastrophe si ça approche, quoi. Il sera lieu de s'inquiéter quand les vents auront changé de direction. Là, on pourra peut-être s'inquiéter un peu plus. Mais il y a des dispositifs mis en place par la préfecture maritime atlantique qui font qu'il n'y a pas lieu de trop affoler les gens sur les côtes à l'heure actuelle. Un dispositif anti-pollution qui n'a pas pu faire face aux éléments. Décidément, c'est bien la nature qui décide. À Brest, au Centre de documentation et de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, le CEDRE, on prépare une intervention aussi bien sur le produit polluant lui-même, c'est-à-dire le fioul, qu'il conviendrait pour, vous l'avez peut-être vu dans les premières images, de l'aspirer plus facilement. Et pour cela, il faut le chauffer car il est très dense, quasiment comme un miel lourd ou encore du réglisse gluant par Valérie Hermite. Le CEDRE prépare également des moyens de lutte contre une arrivée possible de la nappe polluante sur le littoral. Enquête Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Voilà ce qu'on obtient au bout de 2 jours de produit en mer avec le vent, le mélange d'eau, 50% d'eau. Ça vous donne une espèce de pâte qui ressemble à du chocolat, très visqueux. Depuis 2 jours, le CEDRE analyse l'évolution du pétrole de l'Erika dans le Poludrome. Une analyse qui lui permet de proposer des solutions pour lutter contre la pollution. Face à cette colle, les dispersants n'ont aucune efficacité. Aussi, les techniciens du CEDRE ont conseillé l'utilisation de pompes. C'est une cuvette qui flotte à la surface de l'eau et la couche de surface qui comprend le pétrole vient s'écouler à l'intérieur de cette cuvette avant d'être repris par la pompe qui est au centre de l'appareil, qui va servir à refouler tout ça vers le bateau à partir duquel cet équipement est mis en œuvre. Cette technique a été mise en œuvre aujourd'hui par la Marine nationale. L'Ailette est allée au cœur d'une nappe pour pomper le pétrole. Déjà, si on réussit à récupérer mettons 30-40 mètres cubes heure de produit, ça serait déjà un bon résultat. Et si tout cela échoue, il restera à protéger le littoral. À la cellule Polmar de la DDE de Brest, barrages flottants et récupérateurs mécaniques sont prêts. En une journée, ils peuvent être mis en œuvre. Il s'agira de protéger en priorité les zones ostréicoles ou d'intérêt écologique, une situation extrême que personne ne souhaite connaître. Alors, estimation sur les dangers de cette situation extrême. Quel jour? Eh bien, la pollution côtière est peut-être attendue dans les jours à venir si les vents virent du nord à l'ouest comme prévu. Mais déjà, des corps d'oiseaux mazoutés ont été ramassés ce matin, vous les voyez, sur une plage de La Turballe en Loire-Atlantique. Ces oiseaux sont examinés en ce moment même. On cherche à savoir si cette pollution vient effectivement du pétrolier Erika. Selon la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, ce serait bien le cas. François Privat, Christophe de Valembras et Philippe Ritten étaient aujourd'hui sur quelques-uns de ces lieux menacés potentiellement par la nappe, île de Ré, île de Léron, où les cultures ostréicoles font l'objet d'une attention très particulière. Sur cette plage du nord de l'île de Ré, un homme et ses jumelles à la recherche d'oiseaux mazoutés. Christophe Penaud travaille pour la Ligue de protection des oiseaux. 3 jours après l'accident de l'Erika, c'est la première inspection minutieuse de cette côte balayée par le vent et le froid. C'est vrai que l'accident tombe en fait dans une période très critique parce qu'en ce moment, beaucoup d'oiseaux marins hivernent dans une bande d'environ 100 km de large sur les côtes atlantiques. Comme toutes les préfectures du littoral atlantique, celle de Charente-Maritime est en état d'alerte. Les réunions de coordination des moyens d'urgence se succèdent. Sur le terrain, des professionnels de la mer, ici les producteurs de moules de Charon, l'un des plus importants bassins de France, n'hésitent pas à proposer leurs services aux responsables des affaires maritimes pour la pose d'éventuels barrages flottants. Moi, j'ai tenu à lui dire que la profession était à la disposition des autorités concernant aussi bien les hommes que le matériel pour éventuellement pallier à l'arrivage de mazout sur une plage, que ce soit en Vendée, en Gironde ou en Charente-Maritime. Un peu plus au nord, en Vendée, au Sable d'Olonne, l'équipage du Braco rentre tout juste de la marée. Vous l'avez pas trouvé encore? Elle n'est pas arrivée là encore? Elle va dépasser les sables là, si les vents restent comme ça. Oui, mais... On laisse faire et puis on attend la suite des événements parce qu'on peut rien dire de plus. De toute façon, c'est la météo qui va faire, on va passer à côté ou on va taper dedans, quoi, c'est tout.
Dans les prochaines 48 heures, le vent, sa force, sa direction seront déterminants pour la station balnéaire vendéenne. On est inquiet pour notre rivage, on est inquiet pour la faune, la flore, et puis on est inquiet pour notre côte parce que, en fait, notre grand atout ici, c'est le tourisme et on a très peur. Ici, les autorités cherchent à éviter toute psychose, alors que la marée noire reste relativement loin des côtes. Jacques Cardoz, vous êtes ce soir sur l'île de Noirmoutier. Grande incertitude, on vient de le voir. On attend la pollution, mais on ne sait ni où ni quand. Oui, et ce soir, je crois qu'on peut dire que seul Éole sait ce qui va se passer. La déesse du vent semble maîtriser l'avenir de cette plaque. On nous avait dit, vous aurez un vent de nord-est. Effectivement, il y a un vent de nord-est, on constate un vent de nord-est. Mais on nous avait dit aussi, ce vent de nord-est risque de contenir cette plaque. Or, on l'a vu, vous l'avez expliqué, cette plaque semble faire route plus au sud, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Elle est tout de même avancée de 10 km en 24 heures. Alors je crois que ce soir, il ne faut pas hésiter à dire qu'on ne sait pas du tout et que personne ne sait réellement ce qui va se passer à partir de vendredi midi, c'est-à-dire à partir du moment où les vents vont tourner. Et puis je crois qu'il y a des éléments d'information qui sont particulièrement intéressants. Je peux vous dire que demain, dans un certain nombre de préfectures, vont se tenir des différentes réunions, des réunions qui cette fois se tiendront sur l'activation possible de certains plans Polmar, mais des plans Polmar terre cette fois. Merci Jacques. Dès aujourd'hui, toutes les autorités maritimes et les préfets des différents départements concernés de ce littoral ont été réunis par les ministres de l'Environnement et des Transports, Dominique Poinet, Jean-Claude Guessot à Lorient. Les ministres avaient auparavant survolé l'épave du pétrolier maltais Erika. Alors à l'issue de ce survol, de ces premières réunions, de ce qu'évoquait Jacques Cardoz, officiellement on affirme qu'il n'y aurait pas de risque avant plusieurs jours, peut-être une semaine. Mais donc les plans Polmar terre sont envisagés. De plus, selon une information recueillie par Louis Carzou, la France ferait appel à des aides allemandes et hollandaises. Le capitaine du pétrolier Erika, lui, a été mis en examen pour pollution maritime et mise en danger de la vie d'autrui. Et puis il a été écroué. C'est le parquet de Paris qui est compétent sur ce dossier, le naufrage ayant eu lieu au-delà des eaux territoriales françaises. Il est un témoignage qui pourra peut-être servir aux enquêteurs. C'est celui du capitaine Bulotte. Il fut pendant 15 ans le patron des remorqueurs, dont l'un se chargea de l'épave du Tagno, après son naufrage en 1980 au large de l'île de Bas. Même type de carburant transporté, même conditions de naufrage ou presque. Il était donc intéressant de rencontrer cet homme. C'est ce que nous avons fait avec Olivier Galzi et Jean-François Hoffmann. Cette une, Jean Bulotte a l'impression de l'avoir déjà vue. C'était il y a 19 ans, c'était le 7 mars 1980. Il commandait alors l'abeille Languedoc, et la moitié de pétroliers qu'il remorquait ce jour-là s'appelait le Tagno. Le Tagno hier, l'Erika aujourd'hui, deux naufrages qui présentent de nombreuses similitudes. Les similitudes, le bateau s'est cassé à peu près au même endroit, pavillon de complaisance, mauvais temps, le même produit du fioul lourd qu'il faut réchauffer à 100-120 degrés pour qu'il soit fluide. Et puis, la marée noire, et puis voilà. Quand vous dites qu'il faut réchauffer à 120 degrés, ça veut dire que s'il n'est pas chauffé à 120 degrés, on ne peut pas le pomper? Non. Donc on ne pourra pas pomper cette nappe qui dérive aujourd'hui? Non. Non. Même chose pour le pétrole emprisonné dans la partie avant du Tagno. Après un an d'efforts, en vain, les armateurs l'ont abandonné par 60 mètres de fond. Trop lourd, trop dense, il n'était pas pompable. Après 15 années passées aux commandes d'un remorqueur, Jean Bulotte a aujourd'hui une certitude. Les leçons du passé n'ont jamais été tirées. Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 19 ans? 19 ans, rien n'a changé. Il faudra faire comme il y a 20 ans, avec la Moco Cadiz, le Tagno. Il faudra venir avec des bottes, des pelles, des cirés, et puis voilà, et des seaux. Rien n'a changé? Non, il y a du matériel, du nouveau matériel, mais pas pour la pleine mer, pas pour le mauvais temps. Il y a du nouveau matériel pour aller, pour travailler en eau calme. Mais qui dit eau calme, c'est que déjà la nappe est arrivée à terre. Jean Bulotte nous parlait avec son expérience. Pour lui, la marée noire provoquée par l'Erika sera inévitable, seul inconnu, où et quand. Le trafic aérien a été très fortement perturbé aujourd'hui sur 11 aéroports français en raison d'une grève des avitailleurs pétroliers. Ce sont ceux qui ravitaillent les appareils en carburant. Beaucoup de vols intérieurs ont été annulés. À l'origine de cette grève, il y a la défense d'une convention collective. Reportage Jean-Bernard Schmitt et Philippe Deslandes.
Signe d'une journée à problème, il y avait beaucoup de rouge aujourd'hui sur les panneaux d'affichage. De nombreux vols retardés ou tout simplement annulés et de plates excuses présentées par les compagnies aériennes puisque leurs avions n'ont pas pu être ravitaillés en carburant. On s'est pointé là, on pensait prendre un vol à 2 h, puis ça a été annulé, alors on attend le suivant. On a attendu 1h30 pour aller à Milan et le problème c'est qu'on n'a aucune information. La quasi-totalité des aéroports français a été touchée par la grève des avitailleurs chargés de faire le plein en carburant des avions. Les compagnies françaises ont été les plus concernées. AOM a dû annuler 14 vols, Air Liberté 6, Air France 40% de son programme. Les transporteurs étrangers, eux, ont tenté de maintenir le plus de vols possible. Nous faisons venir les avions des États-Unis vers la France avec un maximum de carburant à bord, de façon à pouvoir embarquer nos passagers au départ de Roissy-Charles de Gaulle. Il est bien évident que nous n'aurons pas assez de carburant et nous nous posons donc en route dans une escale qui a été déterminée. Les avitailleurs pétroliers entendent aujourd'hui défendre leur statut, un statut menacé par l'arrivée sur le marché de personnel qu'ils estiment peu qualifié. On ne veut pas de la concurrence déloyale, parce que la sous-traitance, ça veut dire qu'on prend du personnel à 30 ou 40% moins cher que le personnel que nous, donc on ne peut pas lutter. Les avitailleurs attendent désormais un geste des pouvoirs publics et des compagnies pétrolières. Ils ont maintenu la grève pour demain et menacent de bloquer les avions tant qu'ils n'auront pas été entendus. Autre mouvement de grève aujourd'hui, celui-là dans les banques, des banques dépendantes de l'Association française des banques. 5 fédérations syndicales appellent à cesser le travail. Selon les directions de ces banques, pas plus de 15% des salariés ont fait grève. Il s'agit là encore de négociations en cours pour une convention collective qui concerne 200 000 salariés de ce secteur bancaire. Aventis est née, c'est désormais la première société européenne des sciences de la vie. Elle est la résultante de la fusion Rhône-Poulenc avec le groupe allemand Hux. Aventis sera en tête des groupes mondiaux de la pharmacie et des vaccins avec un chiffre d'affaires total de près de 21 milliards d'euros. Aventis, ce sont désormais plus de 90 000 salariés de nationalités très diverses. Et cette fusion entraîne beaucoup de changements de lieu et de travail et une inquiétude quant aux conséquences en matière de réduction d'emplois. Reportage Jean-Paul Chapelle, Blaise Grenier et Didier Rancoeur. La fusion, il la prépare depuis 1 an. Rendez-vous à Francfort une fois par mois pour rencontrer ses homologues de Höchst. Dans le nouvel ensemble, c'est lui qui dirigera le service des achats. C'est vrai que le moment d'une fusion, de préparation d'une fusion, c'est un moment où chacun essaie d'identifier les points forts de l'autre entreprise. Il y a beaucoup de choses qui changent et c'est une période passionnante. Hi Martin, how are you today? Il continuera de parler anglais, il y a beaucoup d'Américains dans les deux groupes. Mais il devra déménager à Francfort, signe de la domination allemande. C'est ici que sera basée la pharmacie, activité principale du groupe. Officiellement, il s'agit d'un mariage équilibré. Il est donc conseillé d'oublier sa nationalité. Dans nos discussions, il y a les organisations allemandes parmi d'autres, les organisations françaises, anglaises, américaines. Vraiment, le paramètre national au niveau de nos équipes ne joue pas. Concession allemande, le siège du nouveau groupe s'installe en France, à Strasbourg. Concession française, le numéro 1 sera allemand et refuse toute interview. Le numéro 2 sera français. Il s'est sacrifié pour donner naissance au leader mondial des sciences de la vie. C'est une fusion entre égaux et on a essayé de choisir le meilleur pour tous les postes. Mais qui dit fusion dit suppression d'emplois. Ce matin à Paris, des salariés ont manifesté leur inquiétude, perturbant l'Assemblée générale des actionnaires. La pharmacie, c'est un des secteurs les plus rentables de la société. Il est inadmissible que ces gens qui sont aujourd'hui réunis aient prévu 11 000 suppressions d'emplois dans le monde. Avec 1 heure de retard, le vote a quand même eu lieu et la fusion franco-allemande approuvée massivement. Le fait que les actionnaires soient heureux, et ils le sont si on voit l'évolution du cours de bourse, eh bien c'est une satisfaction. Satisfaction aussi des dirigeants, ils ont préféré s'allier plutôt que risquer d'être avalés par un concurrent. Question fusion aux États-Unis, celle des groupes pétroliers ExxonMobil se traduit déjà par la suppression de 16 000 emplois d'ici la fin de 2002. C'est ce qui vient d'être annoncé au siège de la société à New York. Le président Bill Clinton a officiellement ouvert cet après-midi à la Maison-Blanche, à Washington, les négociations entre Syriens et Israéliens. Toute discussion avait été interrompue il y a 4 ans entre les deux parties. La paix souhaitée et recherchée prendra évidemment du temps, car il s'agit de la rétrocession à la Syrie du plateau du Golan. Correspondance à Washington, Étienne Lénart avec Aaron Gammon.
Des journées historiques de négociations pour la paix, on guette toujours l'image symbole, celle que l'histoire retiendra. Et ce matin, sur le gazon de la Maison-Blanche, la simple image de ces drapeaux installés côte à côte, ou celle du Premier ministre israélien et du ministre syrien des Affaires étrangères réunis à la même tribune, était déjà en soi une victoire. Ce dont nous sommes les témoins aujourd'hui, ce n'est pas encore la paix. Et pour y arriver, il faudra des concessions de chaque camp, mais aujourd'hui est un grand pas en avant. Sous l'œil de délégations frigorifiées, le Premier ministre israélien souligne lui sa bonne volonté. Avec nos partenaires syriens, dit Ehud Barak, nous voulons créer un nouveau Proche-Orient où les nations peuvent vivre côte à côte en paix. C'est le ministre syrien des Affaires étrangères qui, sous l'œil mi-amusé, mi-courroucé d'Ehud Barak, rappelle lui sèchement l'exigence de son camp. Cela va sans dire, la paix pour la Syrie signifie la restitution de tous les territoires occupés par Israël. Ni poignée de main, ni sourire pour l'histoire, les deux délégations ayant déjà annoncé que leurs travaux prendraient plusieurs mois. Et il y a quelques minutes à peine, la délégation israélienne critiquait sévèrement les propos du ministre syrien, un premier accroc dans ces négociations, même si on l'a déjà dit, le fait que cette rencontre ait pu avoir lieu est déjà un événement fondamental pour le processus de paix au Proche-Orient. Les 2/3 de ce plateau du Golan, qui est au centre de ces discussions syro-israéliennes de Washington, sont occupés par Israël. Après la guerre de 1973, la Syrie a récupéré 1/3 du plateau du Golan. Cette région fut un champ de bataille successives et ses habitants syriens sont toujours très mobilisés par l'idée de la reconquête des territoires perdus. Nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud et Philippe Turpot, ont aussi constaté le scepticisme des Syriens sur la volonté d'Israël de négocier. Voici le reportage, c'est à Quneitra, un lieu symbolique, une ville martyre pour les Syriens. Qu'il y ait la guerre ou qu'il y ait la paix, Quneitra gardera ses ruines. La capitale du Golan que les Israéliens avaient plastiquée en 1974 avant de l'évacuer restera un symbole pour les Syriens. Elle ne sera pas reconstruite. 60 000 Syriens vivent encore sur ce plateau stratégique et dans les écoles, la jeunesse syrienne reste très mobilisée. Les enfants portent l'uniforme kaki dès l'âge de 12 ans et suivent un entraînement paramilitaire, les filles comme les garçons. Aujourd'hui, c'est jour d'examen d'histoire, et l'histoire ici s'est écrite en lettres de sang. Même si la paix est à l'ordre du jour, les professeurs restent très fermes vis-à-vis d'Israël. J'enseigne l'occupation des territoires arabes, surtout du Golan par les Israéliens depuis la guerre de 67. Je leur parle des Syriens qui ont été expulsés de leurs terres et qui se trouvent dans les camps. Pour la paix, on essaye d'être optimiste, mais il faut qu'Israël soit crédible. La reprise des négociations de paix entre la Syrie et Israël ne change pas la vie sur le Golan côté syrien. Frontières toujours fermées, le Golan reste un cul-de-sac pour les commerçants. C'est le cas de Sleiman, qui a dû fuir pendant 10 mois l'occupation de son village par les Israéliens durant la guerre d'octobre 1973. Les Israéliens ne respectent pas leurs engagements. Quand ils signent un accord, le lendemain, ils changent d'avis. C'est aussi pour cela que les Syriens n'ont jamais engagé le pari de la reconstruction du Golan. Mais pour la première fois, ils se prennent à rêver qu'ils vont retrouver ces collines où les Israéliens ont bâti des éoliennes ou planté des stations d'écoute pour les surveiller. Ils savent aussi qu'ils pourront retrouver ce village de Majd el-Shams, occupé par les Israéliens, mais où les habitants ont toujours voulu garder la nationalité syrienne. En Algérie, une nouvelle tuerie attribuée aux islamistes. 11 militaires ont été tués, 22 autres blessés hier près de Chlef, c'est à 200 km à l'ouest d'Alger. Le dirigeant indépendantiste du Timor oriental, Xanana Gouchmao, était aujourd'hui à Strasbourg, au Parlement européen, pour recevoir le prix Sakharov. Xanana Gouchmao s'est dit atterré par les vestiges de la destruction systématique de son pays, opérée par les milices anti-indépendantistes et l'armée indonésienne. Alors siéger dans ce Parlement européen était une ambition hautement revendiquée par toutes les têtes de liste en présence lors des dernières élections européennes en France. Chacun avait promis, à droite comme à gauche, d'abandonner ses mandats nationaux pour aller effectivement travailler à Strasbourg. Comme d'habitude, ces promesses n'ont pas résisté autant à la réalité de la vie politique nationale qui limite les mandats. Donc les leaders ont changé d'avis, pas tous mais presque, comme le racontent maintenant Arnaud Boutet, Jérôme Soulard et Sylvain Gauthier. Hier, lors de l'inauguration du Parlement européen par Jacques Chirac, ils étaient tous là, ou presque. Robert Hue, Philippe de Villiers, François Bayrou, seul manquait François Hollande pour former le nouveau groupe des partants. Petit retour en arrière.
Durant la campagne des européennes, les têtes de liste répétaient toutes la même chose. J'irai siéger parce que je crois qu'il faut ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'Europe, parce que c'est à nous de le faire, et parce que c'est aussi un moyen de changer le visage de l'opposition en France. Cet engagement n'aura pas tenu 6 mois. Pour ma part, je ne me laisserai pas déraciner. Un élu qui n'a pas de racines, pour moi, c'est quelqu'un qui perd la vérité du contact avec des gens. J'irai siéger surtout pour qu'il y ait une majorité au Parlement de Strasbourg pour faire avancer nos idées. Là aussi, même changement. Je pouvais être député de la Corrèze et député européen, or, c'eût été mal faire l'un et l'autre de ces mandats. Nicolas Sarkozy a renoncé à son mandat européen depuis bien longtemps. Et pourtant, lui aussi semblait sincère. Est-ce que vous irez siéger? Est-ce que vous arriverez à concilier ça avec la responsabilité d'un parti? Mais naturellement. Parce qu'en 1999, on ne peut pas faire campagne en disant qu'on est candidat à un poste et ne pas l'exercer. Demain, je suis à Strasbourg. Hein. Oui, j'ai vu ça. Je suis obligé d'être à Strasbourg. Obligé encore quelques temps. Puis, comme tous les autres, Robert Rue compte jeter le gant, mais ne dit pas quand. Il est évident que le moment venu, j'aurai à choisir entre l'un des 3 mandats que j'ai actuellement. Dans le passé, d'autres députés européens français ont déjà renoncé à leur mandat. Mais ils avaient sans doute moins claironné leur intention de siéger à Strasbourg. Et leur départ avait fait moins de bruit. Dominique Strauss-Kahn a été mis en examen pour faux et usage de faux à l'issue d'une première longue audition tenue hier à Paris par les juges d'instruction chargés des affaires de la MEF. Dans la nuit de lundi à mardi, une femme de 36 ans a été tuée à coups de couteau dans le train Calais-Vintimille. Son corps a été retrouvé peu après lors d'un arrêt à Dijon. Les premiers éléments de l'enquête menés par les gendarmes rapprochent ce crime de celui commis à bord d'un autre train. C'était le Limoges-Paris le 13 octobre dernier. Il semblerait que ce soit le même meurtrier. Récit Agnès Gardet avec Benoît Gadret et Philippe Fivet. Il aurait entre 20 et 30 ans, sorti de prison en juin dernier après une condamnation pour viol. Cet homme serait l'auteur de 2 meurtres. Celui de Corinne Caillot dans la nuit de lundi à mardi, retrouvée dans le train Calais-Vintimille. Corinne Caillot, 36 ans, mère de 2 enfants, gisait dans une mare de sang, tuée d'au moins 10 coups de couteau. L'homme serait également impliqué dans l'affaire de Châteauroux, le meurtre de la jeune Britannique Isabelle Pic, tuée 2 mois auparavant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des éléments qui permettent effectivement de désigner un suspect numéro 1 et il y a des éléments qui permettent de dire que ce suspect numéro 1 est également impliqué dans l'affaire dite de Châteauroux. Point, je ne peux pas aller au-delà. C'est grâce au témoignage d'un contrôleur du train Calais-Vintimille que le suspect a été formellement identifié. En effet, l'homme a été verbalisé cette nuit-là car il circulait sans titre de transport. Il a donné au contrôleur sa véritable identité. Alors depuis, les enquêteurs ont fait le lien très vite, car ce même nom figure dans la liste des suspects établie par les gendarmes dans le cadre de l'affaire Isabelle Pic. Ces mêmes gendarmes qui affirment que cet homme se trouvait bel et bien là le 13 octobre dernier à Limoges, le jour où Isabelle Pic a pris le train en direction de Paris. Ce soir, l'homme est activement recherché par les policiers et les gendarmes. Le parquet de Dijon espère que le suspect sera interpellé rapidement. Un hélicoptère qui assurait le ravitaillement de l'Institut astronomique du plateau du Pic de Bure s'est écrasé cet après-midi. Il y avait 5 personnes à bord. On ignore le sort de ces personnes car c'est l'un des passagers qui a donné l'alerte avec son téléphone portable. Mais les mauvaises conditions météo rendent difficiles les secours. Il faut aussi se souvenir que c'est un lieu tragique puisque le 1er juillet dernier, dans ce même site du Pic de Bure, s'écrasait un téléphérique provoquant la mort de 20 personnes. La police judiciaire de Rennes a interpellé plusieurs militants nationalistes bretons. Il s'agit toujours de l'enquête sur un vol d'explosifs commis à Plévin en octobre dernier et sur plusieurs attentats récemment revendiqués par l'ARB, l'armée révolutionnaire bretonne. Explication Agnès Varagnan. Les policiers ont arrêté le conducteur mais laissé la voiture. À l'intérieur, 20 bâtons de dynamite et des éléments de mise à feu ont été trouvés ce matin. C'est une partie de l'explosif volé en septembre dernier par un commando armé dans cette usine des Côtes d'Armor. 8 tonnes de dynamite dérobées pour le compte de militants basques et bretons. Interpellés ce matin en Bretagne, une dizaine de la poignée d'adhérents en Demgan, mouvement indépendantiste considéré par la police comme très proche de l'armée révolutionnaire bretonne. L'ARB, créée en 1975 et qui depuis 6 mois a revendiqué une douzaine de plastiquages. Ils ne font que des dégâts légers, jamais de blessés, mais au mois de juin, c'est à Sainte-Gabelle, commune du Premier ministre, que l'ARB avait revendiqué une action.
Ce soir, les militants autonomistes dénoncent ces arrestations et manifestent à Rennes. La police reproche aux militants bretons et à l'ARB d'héberger ponctuellement des basques de l'ETA. Du sport, de la voile tout d'abord avec le bateau français, 6e sens, qui s'est officiellement qualifié pour les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton, donc Champagne. Ces demi-finales auront lieu début janvier en Nouvelle-Zélande. Des modifications pourraient bien être envisagées sur ce bateau français, sur l'avant de ce bateau français, avant les demi-finales. Du football avec le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Les deux clubs français encore en lice, Monaco et Lens, connaissent maintenant leur adversaire. Ce sera le Real Majorque pour Monaco et l'Atlético de Madrid pour les Lensois. En matière de football, les transferts, les ventes et les achats de joueurs sont désormais régis comme pour les marchandises. C'est l'arrêt Bosman contre lequel la ministre Marie-Georges Buffet se bat. Elle veut éviter une complète déréglementation du sport et cet après-midi au Sénat, la ministre défendait un projet de loi en ce sens, un projet qui contient aussi la protection des joueurs mineurs. Cependant, cet arrêt Bosman a permis aux clubs de disposer d'un nombre illimité de joueurs étrangers, au détriment parfois des nationaux. C'est le cas du FC Barcelone, qui dispose d'une minorité de joueurs espagnols. Les autres, dont le français Frédéric Dehu, en profitent. Enquête Julien Herrichon et Frédéric Delarue. Frédéric Dehu a quitté Lens pour jouer cette saison au Barça. Le FC Barcelone a 100 ans d'histoire, fierté catalane, fierté espagnole, qui aujourd'hui se perpétue avec des hommes venus d'ailleurs. Dehu n'est pas le seul étranger du club, 2/3 des joueurs de Barcelone ne sont pas espagnols. La réglementation du football efface aujourd'hui toute frontière, on peut jouer où l'on veut. S'il n'y avait pas eu cet arrêt Bosman, je crois qu'avant on était limité à 3 étrangers. Donc dans un club comme celui-là, je ne pense pas que j'aurais fait partie de ces 3 étrangers. L'arrêt Bosman, établi en 1995, autorise les clubs européens à faire jouer autant d'étrangers communautaires qu'ils le désirent. À Barcelone, on est plus proche de la légion étrangère que de l'armada espagnole. Et pour cause. Au sein de l'équipe, on dénombre pas moins de 8 Hollandais, 2 Portugais, un Brésilien, un Nigérian, un Finlandais et Frédéric Dehu. Une telle situation ne déplaît pas aux représentants des footballeurs professionnels français. On est en l'an 2000 et qu'il y a une liberté totale des travailleurs, point. C'est-à-dire que les gens peuvent travailler où ils veulent, quand ils veulent, et à partir du moment où ils sont dans des situations régulières et qu'ils veulent exercer un métier, qu'ils soient footballeurs, bouchers, boulangers ou même journalistes, ils peuvent exercer dans le pays où ils veulent. La JOCR a presque l'image d'un club du terroir vis-à-vis d'équipes cosmopolites telles que Chelsea, les Glasgow Rangers ou la Lazio Rome. Ici, on entretient plutôt le style maison. Au recrutement à tout va d'étrangers, on préfère la quête d'une certaine identité. Dans notre équipe, nous avons 3 étrangers. Alors c'est une petite note insolite, tout le monde est content de les avoir. Si on avait 10 étrangers et un Français, ça ferait drôle. À l'instar de l'entraîneur bourguignon, d'autres voix s'élèvent pour un arrangement de l'arrêt Bosman. L'obligation d'un minimum de joueurs locaux par club afin de protéger les générations à venir. Bien, il faut que des jeunes qui croient dans le sport, qui ont envie d'en faire, puissent se dire qu'ils ont la possibilité de devenir peut-être demain des champions, des championnes. S'ils ont l'impression que pour ça il faut s'exporter, ou que n'importe comment dans leur pays il n'y a que des grands joueurs étrangers qui sont achetés, bon, il n'y a plus, je dirais, d'avenir, il n'y a plus d'espoir pour ces jeunes. Parce qu'ils ont les caisses les mieux remplies d'Europe, les clubs italiens, espagnols ou anglais ne cessent de recruter des stars étrangères. Pour l'instant, la France échappe au phénomène, mais pour combien de temps ? Cinéma avec le prix Louis Deluc décerné à Otar Yoselani, le cinéaste géorgien, pour son film Adieu, plancher des vaches. Quant à Roman Polanski, le réalisateur du Bal des vampires, il s'est installé aujourd'hui sous la coupole de l'Académie des Beaux-Arts, dans le fauteuil de Marcel Carnet. Polanski a été accueilli par Peter Ustinov. Quant à son épée d'académicien, eh bien, elle vient de Pologne. Il faut se souvenir que Roman Polanski a passé une partie de son enfance dans le ghetto de Cracovie. À Liverpool, hier soir, c'était une soirée nostalgie. On revenait aux années 60 dans le club de la Caverne. Paul McCartney, guitare en bandoulière, a chanté pour quelques privilégiés, des fans des Beatles. À l'extérieur, il y avait bien un grand écran, mais le concert est également retransmis sur l'Internet. Souvenirs, émotions partagées par notre correspondant Benoît Duquesne avec Sten Rosenlund. Un pèlerinage et une récompense pour ceux qui ont gagné leur billet pour le concert de ce soir. On a des tickets pour le concert de ce soir. Ils arrivent directement du Japon et ont droit à une initiation express au monde des Beatles et à leur univers, Liverpool. C'est le Mystery Tour, comme la chanson bien sûr, une des nombreuses façons qu'a la ville d'entretenir la flamme, d'exploiter le souvenir de ces 4 garçons dans le vent. Tout ici rappelle les Beatles et tout ce qui rappelle les Beatles est sacré. Ce sont eux qui ont fait connaître Liverpool à travers le monde. La ville s'en souvient, elle leur doit sa fierté et pour certains leur richesse.
Mais aujourd'hui, c'est jour de retrouvailles. Il est de retour. Il revient après 36 ans pour chanter au Cavern Club, cette cave mythique où tout a débuté. Au tout début, les Beatles, c'était un petit groupe de rock fabuleux. Le rock nous a unis longtemps et a fait tout notre succès. Bien sûr, les Beatles n'existent plus et Paul ne les remplacera pas. Mais pour ses fans, il en faisait partie et c'est tout ce qui compte. Vraiment, il est fantastique. C'est le plus grand. On est des fans. Alors peu importe qu'il s'agisse autant d'un retour aux sources que de la promotion d'un nouvel album, l'essentiel est qu'il soit là. 300 fans tirés au sort dans toute l'Angleterre ont l'immense privilège d'assister à ce concert unique et gratuit. Les autres se rabattront par milliers sur Internet ou sur l'écran géant installé dans un parc de Liverpool. Mon Dieu, c'était incroyable. Je les aime tant. Il m'a dit à la prochaine fois. J'espère bien. La dernière fois que McCartney s'est produit ici, c'était en 1963 avec les Beatles. Depuis, il y a eu des centaines de concerts, des millions de disques et autant de fans qui l'admirent pour ce qu'il est devenu ou le vénèrent pour ce qu'il était. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle la menace de la marée noire qui se précise en Atlantique, au large du sud de la Bretagne. La nappe d'hydrocarbures qui est au large de Belle-Île, de l'île-Dieu, de l'île de Noirmoutier, à plusieurs dizaines de kilomètres, est très compacte, très visqueuse. Il y a donc beaucoup de difficultés pour l'aspirer. Le littoral pourrait être atteint dans les prochains jours, bien qu'officiellement on soit plutôt prudent. Tout dépendra de la météo. Les opérations d'aspiration de ce fuel très compact que vous voyez ici sont en cours. Déjà 2 oiseaux mazoutés ont été retrouvés sur la plage de la Turballe en Loire-Atlantique. La météo dans quelques instants avec Patrice Drevet, puis à 22h40 vous retrouvez Jean-Luc Delarue pour Ça se discute, à 0h55 Ève Mettet suivi des mots de minuit présentés par Philippe Lefebvre, donc après le journal. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean-Michel Baillet, le président du Parti radical de gauche. À 13h vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arab. À demain 20h. Bonsoir, merci.